Chers amis, d'abord, je voudrais vous dire que je suis heureux d'être là, parce que, comme vous le savez, la Fondation Jean Jaurès va partout où elle est invitée sur l'arc républicain pour animer le débat public, mais parfois, on ne vient pas seulement accomplir une mission, on vient aussi honorer une amitié. C'est le cas aujourd'hui, et donc je suis très heureux d'être là. Il est, je crois, très symbolique et très significatif que cette table ronde de la journée, cette première table ronde de la Convention, soit consacrée à l'Europe. C'est dire l'importance que revêt l'Union européenne dans l'ADN des sociaux-démocrates, c'est dire aussi la singularité de la situation et l'ampleur des défis que l'Europe doit affronter. Il y a, et je vais juste dire cela dans cette introduction, le défi de l'action et le défi de la conviction. Le défi de l'action parce que non seulement nos modèles démocratiques sont bousculés, y compris de l'intérieur, non seulement nos modèles sociaux sont bousculés, notamment par le retour de l'inflation, mais comme sur les autres continents, nos modes de production et de consommation sont profondément remis en cause par le changement climatique. Et à nouveau, sur notre continent, la guerre vient s'inviter. Et ce faisant, si j'essaye de résumer ce premier défi, je crois que l'Union européenne ne peut plus se penser par rapport à elle-même, comme elle l'a fait pendant longtemps depuis 1958, mais elle doit de plus en plus se penser par rapport aux autres. Le deuxième défi, celui de la conviction, est celui des citoyens. Et quand on regarde ce qu'est le climat d'opinion au moment où nous engageons cette réflexion sur l'Europe, ce qui est frappant quand on regarde au niveau européen, dans la moyenne des citoyens de l'Union européenne, c'est que après la profonde crise qui a suivi les années 2008-2010, une majorité de citoyens étaient défiants vis-à-vis de l'Union européenne. Depuis 2 ans, c'est la bonne nouvelle, il y a à nouveau une majorité qui est confiante envers l'Union européenne, mais cette confiance est fragile. Et quand on regarde non pas au niveau de l'Union européenne en tant que telle, mais qu'on descend au niveau de chacun de nos pays, on mesure la diversité des situations. Je regarde simplement autour de cette table ronde, les Belges sont un peu au-dessus de la moyenne. Les Allemands sont exactement dans la moyenne. Les Italiens sont un peu en dessous de la moyenne. Et en France, on ne le mesure pas. Nous sommes très en dessous de la moyenne et dans le dernier Eurobaromètre, nous étions même le pays des 27 qui était le plus défiant par rapport à l'Europe. C'est la mauvaise nouvelle, même si, bonne nouvelle dans la mauvaise nouvelle, les choses s'améliorent plutôt. Et là aussi, si j'essaye de résumer ce deuxième défi, en France comme ailleurs, mais peut-être en France plus qu'ailleurs, l'Europe est une évidence, mais elle est aussi une exigence. Voilà pourquoi ces défis vont être au cœur des débats de l'année prochaine, de l'élection du Parlement européen, au cœur, nul n'en doute, de la prochaine élection présidentielle. Et ces défis vont imposer des choix, ils vont dessiner des clivages politiques ou redessiner des clivages politiques, ils vont exiger un effort d'analyse et de proposition. Et ce que nous allons commencer à faire aujourd'hui dans une table ronde, et je m'en réjouis, qui va parler de l'Europe pas seulement avec des Français, comme on le fait parfois, mais avec des Européens, qui va parler de l'Europe avec des responsables politiques nationaux, mais aussi avec des responsables politiques locaux, qui va parler avec des responsables politiques, mais aussi des experts. Voilà la belle table ronde que nous vous proposons autour de 2 questions centrales, la paix et le changement climatique. Vous êtes très nombreux, les intervenants sont très nombreux aussi, et nous avons une grosse heure de table ronde avant de passer à la suite, donc je compte sur chacun pour rester dans les temps. On va commencer par entendre maintenant Carole Delga. Je sais que je peux compter sur elle parce que son message est déjà enregistré. Bonjour à tous.
Bonjour à vous, chers camarades socialistes, radicaux de gauche, un clin d'œil tout particulier à Guillaume Lacroix. Bien sûr, bonjour à toutes les forces politiques, syndicales, associatives, mon très cher Bernard. Merci Bernard de ton invitation et merci de me donner la parole à distance et je m'en excuse pour ce rendez-vous important pour la gauche. J'aurais aimé être avec vous, mais mon emploi du temps ne me le permet pas. Et je voudrais commencer mon propos en évoquant dans cette table ronde ce joli mot « convention ». Évidemment, il porte cette référence que nous avons dans les tripes, dans le cœur, celle de l'avènement du régime républicain en France. Il y a aussi la convention de la gauche des années 60, ce moment de refondation décisif pour notre sensibilité politique. Il fait écho au mouvement récent que nous avons initié d'ailleurs au dernier congrès du Parti socialiste avec Nicolas Mayer-Rossignol et qui se réunissait le week-end dernier en Occitanie, à Montpellier, et je salue bien entendu mon ami Michael Delafosse. Je pense aussi aux conventions dont la France est signataire, notamment la Convention européenne des droits de l'homme. Bernard, nous le savons toutes et tous, ici et au-delà, est un homme de convention et de conviction. Dans cette table ronde, il est bien sûr question d'Europe. Et quand on parle d'Europe, on doit parler des valeurs républicaines et européennes. Nous sommes aujourd'hui les bâtisseurs d'une gauche de gouvernement, une gauche en mouvement, une gauche qui regarde devant sans fouler aux pieds son histoire, une gauche sociale, écologique, laïque, européenne. Une gauche qui veut continuer de changer la vie des gens, comme l'avait si bien écrit François Mitterrand. Mes chers amis, je vais être très claire, c'est habituel avec moi. Le bruit et la fureur d'un hémicycle, un plateau TV, les coups d'épaule vaniteux d'enfants gâtés ou la permanence des postures de défiance pour taper sur l'Europe ne sont ni un projet pour la gauche, ni un projet pour la France. Non. Notre gauche, ma gauche, elle est radicalement européenne et elle fonde un espoir qui n'est ni naïf ni béat. Car au fond, qu'est-ce que l'Europe? Une histoire que plusieurs histoires construisent ensemble. L'unité contienne la diversité. L'Europe n'est pas la négation de nos États, de même que les États ne sauraient être la négation de nos territoires régionaux. L'Europe, c'est l'enrichissement économique, culturel. L'Europe, c'est bien sûr le soutien au peuple ukrainien. Quand il regarde notre drapeau européen, il retrouve un peu d'espoir dans un quotidien de dévastation. En Moldavie, la jeunesse aussi se rassemble aux vibrations de l'hymne à la joie. Dans ces pays, l'Europe est un avenir, un idéal. La France demande l'ouverture des négociations avec Kiev et Chisinau dès cette année et je soutiens pleinement notre diplomatie. Puis, bien sûr, la construction européenne, elle s'est faite avec l'apport des régions à l'Europe. La guerre en Ukraine, le choc inflationniste ont cruellement mis en lumière les insuffisances de la construction européenne sur la souveraineté énergétique, la transition écologique ou encore la consolidation de notre industrie. La gauche doit promouvoir une Europe plus solidaire des citoyens et des territoires les plus pauvres, une Europe capable de conjuguer économie, sociale et écologie. Si l'on veut ranimer notre idéal européen, eh bien cette Europe elle aura encore plus besoin des régions pour mieux comprendre le réel. J'en profite pour saluer mon ami, président de la région Bretagne, Loïc Chény-Gérard, présent avec vous aujourd'hui. En Occitanie, le pacte vert que j'ai mis en place en 2020, équivalent local du Green Deal européen, est au centre de toutes nos politiques économiques, énergétiques, agricoles, territoriales, avec un accompagnement social et une pédagogie populaire indispensable. Par exemple, en Occitanie, c'est le train à 1 euro, 13 millions de billets en 2023. Cela révolutionne la mobilité ou encore la gratuité du tram qui sera mise en place en fin d'année par la métropole de Montpellier. De tous les territoires remontent des politiques inspirantes pour l'Union européenne et concrètes pour les citoyens. Notre famille politique doit aussi renforcer la capacité de décision politique de l'Europe pour répondre au protectionnisme musclé des États-Unis et à l'offensive des géants asiatiques de l'export. Voilà pourquoi, au titre de présidente de Région de France, j'ai initié et je mène le combat en faveur d'un Airbus du ferroviaire. Voilà pourquoi, aux côtés des industriels du secteur spatial avec qui j'échange fréquemment, je demande davantage de moyens pour la recherche et la coopération dans ce secteur. Nous pourrions faire plus si l'État nous en donnait les moyens. La région, c'est l'échelon, le maillon le plus pertinent
pour établir ce lien de proximité entre l'Europe et le citoyen. Je souhaite terminer par un message fraternel et universel, celui de la construction de l'Europe de demain. Nous avons bien sûr les valeurs, et la première, la main tendue. Qui peut encore accepter que nous laissions notre Méditerranée devenir un cimetière de corps et d'âmes désespérés? Oui, comme beaucoup d'entre vous, je soutiens SOS Méditerranée. Avec Anne Hidalgo et Michel Ménard, nous avons initié l'engagement de 100 collectivités locales pour aider l'association à porter secours à des milliers de femmes, d'hommes, fuyant la misère, les guerres, les dictatures parfois, avec souvent des enfants. Nous le faisons au nom des libertés, de l'égalité, de la fraternité, qui relie notre idéal républicain à l'idéal européen. Et bien sûr, je rappellerai les derniers mots de François Mitterrand lors de l'ultime débat télévisé avant le référendum de 92. La France est notre patrie, l'Europe est notre avenir. Bons travaux à toutes et à tous. Bien sûr, totale confiance à toi, Bernard, avec Nicolas Mayer-Rossignol, avec toute l'équipe. Nous sommes avec toi en confiance et en amitié. Carole Delga citait François Mitterrand, l'Europe est notre avenir. L'Europe voit la guerre revenir à ses portes, aux frontières de l'Union européenne. Et la première question, très simple, que je voudrais poser aux différents intervenants est la suivante. Qu'est-ce que la guerre, d'après vous, a changé pour l'Union européenne? Bien, mes chers amis, avant de parler de la guerre, je voudrais parler de la paix entre amis de bonne composition et donc vous dire pourquoi je suis présent ici avec Bernard Cazeneuve à Créteil. Ma présence, elle va bien au-delà de l'amitié qui nous lie et de la reconnaissance que je lui témoigne pour l'action que nous avons conduite pendant 5 ans au service du pays. Ma présence, elle s'inscrit dans une volonté que nous partageons, dans la nécessité de reconstruire une grande force à gauche, capable de conduire une fois encore la gauche au pouvoir. Nous ne sommes pas simplement de gauche parce que nous avons des valeurs, parce que nous avons des principes, parce que nous avons des idées. Nous avons le devoir, parce que nous sommes à gauche, de traduire ces idées, d'inscrire ces valeurs dans l'action transformatrice, c'est-à-dire au pouvoir en France, au pouvoir en Europe. C'est notre devoir et c'est le sens aussi de ce que nous engageons ici et ailleurs. L'enjeu, c'est de pouvoir, avec l'initiative de la Convention qu'a lancée Bernard Cazeneuve avec vous, avec d'autres mouvements, de reconstituer la grande force de gauche dont le pays a besoin. Il n'y a pas de victoire possible s'il n'y a pas cette grande force. Et j'ajouterai, il n'y a pas de victoire possible pour la gauche si c'est cette force-là, si ce n'est pas cette force-là qui est la première à gauche. C'est ainsi que dans l'histoire, puisqu'elle a été rappelée, c'est ainsi que dans l'histoire, c'est parce que les socialistes étaient les premiers que Léon Blum a été président du Conseil pour le Front populaire. C'est parce que François Mitterrand avait construit le Parti socialiste et qu'il était le premier à gauche qu'il y a eu la victoire de 1981, répétée en 1988. Et c'est parce que Lionel Jospin, avec la gauche plurielle, avait été capable de mettre le Parti socialiste au premier rang qu'il y a eu la victoire de 1997. Et j'ajouterais, c'est parce que j'étais en capacité, avec le Parti socialiste, d'être le premier à gauche que nous avons gagné en 2012. Mais l'enjeu, il est bien au-delà même de la gauche et de la France, même si la France connaît une déstructuration politique extrêmement dangereuse. Car le fait que les deux grandes familles politiques, la droite et la gauche, se soient effondrées au lendemain de 2017,
et que sur le terrain du ressentiment, de la peur, l'extrême droite se soit installée. Que la droite parle aujourd'hui comme l'extrême droite, au point que nous n'arrivons même plus à la distinguer l'une de l'autre. Et le fait que la gauche, telle qu'elle s'est constituée autour de LFI, ne soit plus capable d'inscrire la perspective d'accès au pouvoir de manière raisonnable, tout ça crée forcément un risque pour le pays. Et donc l'enjeu, ce n'est pas simplement de savoir qui à gauche va être le premier, même si c'est un principe que j'ai posé. L'enjeu, c'est de savoir si la social-démocratie, la nouvelle social-démocratie, est capable d'entraîner le peuple, d'entraîner les Françaises et les Français, mais aussi les Européens. Et j'en arrive à la question qui m'est posée. La guerre. La guerre que nous avions refusé depuis des décennies à regarder comme possible à l'échelle de notre continent, même si elle avait lieu ailleurs. Car il y a toujours eu des guerres depuis, hélas, 1945. Mais il n'y avait pas eu de guerre, même si dans les Balkans, il y avait eu, hélas, des atrocités et des conflits. Il n'y avait pas eu de guerre à côté de cette Union européenne. La guerre vient surgir et vient nous rappeler que si nous avions fait l'Europe, enfin plus exactement, si ceux qui avaient fondé l'Europe avaient souhaité créer cet ensemble, c'était précisément pour faire la paix. Donc nous revenons à l'essentiel de ce qu'est la construction européenne. Nous permettre de défendre des valeurs, des principes, la liberté, la démocratie et de vivre en paix. Qu'est-ce que nous enseigne déjà ce qui vient de se produire à travers la guerre provoquée par la Russie, voulue par la Russie, ou plutôt par Vladimir Poutine en Ukraine? Ce n'est pas simplement un conflit territorial. Ce n'est pas la vieille rancune russe qui veut reprendre un territoire qui serait supposé lui appartenir, non. C'est un défi que les régimes autoritaires lancent à l'ensemble des pays démocratiques, et en particulier à l'Europe. C'est de savoir si aujourd'hui la force l'emporte sur le droit, s'il est possible d'envahir son voisin sans que les autres ne réagissent, de savoir si on peut peser sur les démocraties au point de les déstabiliser. Les régimes autoritaires, il se trouve que dans les fonctions que j'ai exercées, j'ai rencontré un certain nombre de leurs dirigeants. Les régimes autoritaires pensaient, je dis bien pensaient, que les démocraties étaient devenues faibles, fragiles, vulnérables, impuissantes, incapables de s'unir, et qu'il était possible d'avancer dès lors qu'il n'y avait plus de résistance. Que le fait que les États-Unis ne soient pas capables en Syrie d'empêcher Bachar el-Assad d'utiliser des armes chimiques ouvrait à leurs yeux, ces dirigeants, la voie possible pour d'autres aventures. Et ce qui s'est produit, et ce qui est majeur pour la démocratie et pour l'Europe, soulignons le rôle majeur des Ukrainiens, parce que s'il n'y avait pas des Ukrainiens qui se battaient, qui résistaient, qui luttaient, qui mouraient pour la cause même de la démocratie, où en serions-nous aujourd'hui ? Eh bien, ce que les Russes, ou plus exactement le régime de Poutine, n'avaient pas voulu voir, c'était qu'il existait des peuples qui voulaient non pas simplement sauvegarder leur indépendance, mais s'attacher aux valeurs, qui ne sont pas des valeurs européennes, ce sont des valeurs universelles, vivre en liberté, vivre en paix, vivre en démocratie. Ce qu'ils n'ont pas voulu voir non plus, c'était que l'Europe, cette pauvre Europe, que l'on disait divisée, incapable, eh bien, elle a été unie pour une fois, unie pour aider les Ukrainiens. Ça n'a pas été simple au début, il a fallu s'y reprendre. Mais nos amis allemands, qui étaient très réticents à l'égard de toute aide militaire à des pays qui étaient en conflit, ont accepté de fournir eux aussi du matériel, de l'aide, pas simplement de l'aide financière, de l'aide militaire. Et cette Europe a été capable aussi d'accepter de ne plus recevoir de gaz venant de la Russie. Il était temps. Et puis aussi, les régimes de liberté ont été capables de s'entendre pour défendre l'Alliance atlantique. Et quand j'entends un certain nombre de dirigeants politiques à gauche et à l'extrême droite penser qu'il faudrait sortir de l'Alliance atlantique aujourd'hui, quand les Européens ne peuvent concevoir leur défense,
qu'au sein de l'Alliance Atlantique. Je ne suis pas un défenseur de l'Alliance Atlantique à tout prix, mais je sais que s'il n'y a pas l'Alliance Atlantique, d'abord, il n'y a pas la solidarité en matière de défense, et s'il n'y a pas l'Alliance Atlantique, nos amis européens ici présents vous le confirmeront, il n'y aura pas d'Europe de la défense. Donc la première conséquence de la guerre, c'est que l'Europe vient de se rendre compte qu'elle n'était pas simplement un marché, une monnaie, la libre circulation des personnes et des biens, elle était un espace politique qui devait se défendre en tant que tel, qui devait se promouvoir, qui devait travailler avec les pays du Sud pour éviter qu'ils ne soient emportés eux aussi, et aussi qu'il fallait se défendre, non pas simplement se défendre sur le plan militaire, mais se défendre sur le plan politique, parce que, je vous donne ma conclusion, la démocratie est toujours plus forte que la dictature. Merci François. À la question « Qu'est-ce que la guerre a changé ?» François répond « Les Européens ont pris conscience qu'il constituait un espace politique ». Quelle est la réponse de Martin Schulz? Martin, ancien président du Parlement européen, ancien président du SPD, actuel président et notre homologue ami de la Fondation Friedrich Ebert. Martin Schulz. Merci beaucoup. Merci beaucoup, parce que nous avons des limites du temps à respecter. Je peux le faire très bref. Je n'ai rien à ajouter à ce que François Hollande a dit. Donc, en ce qui concerne la paix, permettez-moi de m'exprimer comme Européen, mais aussi comme Allemand. François a mentionné la réticence du gouvernement fédéral de fournir l'Ukraine avec des armes lourdes. Et c'est compréhensible. Pour nous, c'était un changement total, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Russie, dans l'Union soviétique, mais intégrée dedans à l'époque l'Ukraine, l'armée allemande, l'URSS, le terreur nazi a produit 20 millions de morts. 20 millions. Et l'Allemagne de l'après-guerre s'est toujours sentie, aussi après l'unification de 1990, se porter responsable que jamais, et surtout jamais avec la participation de l'Allemagne, une telle chose peut se reproduire en Europe. Et ça, c'était la raison pourquoi pour nous, c'était difficile. Mais il faut, à l'autre côté, prendre conscience que ce que Poutine fait est le contraire de ce que nous voulons en Europe. L'Europe, c'est le respect, la tolérance. Et l'humanisme, c'est le respect des grands vers le petit. C'est le respect de ceux qui sont forts vers ceux en face de ceux qui sont plus faibles. C'est la tolérance aussi pour l'autre opinion, pour l'autre culture, pour l'autre langue. C'est la coopération des États et des nations au-delà des frontières. Nous avons débarrassé les frontières en Europe parce que nous étions sûrs qu'avec le pas en avance de plus avoir des frontières physiques, on pourrait néanmoins être sûr que personne n'avait l'idée d'envahir l'autre avec des moyens de la force ou militaires. C'est-à-dire cette sécurité d'être sûr. Et ce n'était pas évident entre l'Allemagne et la France. 1870, la guerre franco-prusse. 1914, la Grande Guerre. 1940, la Deuxième Guerre mondiale. 3 fois, l'Allemagne a attaqué la France, envahi la France. Toutes ces souffrances, toutes ces victimes.
Et permettez-moi aussi de vous dire, mon père était soldat de cette armée que je viens de mentionner. Il était à Leningrad. Après, il était en Normandie. Entre-temps, il était au Danemark. 3 pays voisinés aujourd'hui. Le Danemark et la France, à travers pour aller en France par la Belgique, en détruisant le pays complètement. Et moi, je suis né 10 ans après, 1955. Mon père est devenu prisonnier de guerre en Normandie. Il était ensuite en Grande-Bretagne, dans un camp des prisonniers. Il est revenu 1946. Moi, je suis né 1955. Mais si tu compares ma vie avec la vie de mon père, tu as la raison pourquoi on a besoin de l'Europe. Parce que l'Europe, c'est exactement le contraire. Mais cette Europe, chers camarades, l'Europe, chers camarades et chers amis, je vais en terminer, ne fonctionne pas si les nationalistes remportent. Moi, j'étais un jeune député au Parlement européen en 1995, lors de la présentation du bilan de la présidence française par François Mitterrand à Strasbourg au Parlement européen. J'avais le privilège, par ailleurs, de siéger là à côté de Michel Rocard. C'était une situation un peu spéciale. Mais dans ce discours, Mitterrand a dit ce mot qui était pour moi en permanence le programme de mon engagement politique. Le nationalisme, il a conclu son discours, est toujours la guerre. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, le nationalisme russe. Et donc, ce que nous avons besoin pour garantir que l'Europe reste comme il était, basée sur des constitutions qui garantissent les libertés individuelles des citoyennes et citoyens, qui sont la base pour une vie en respect mutuel, en tolérance, au-delà des frontières, avec la volonté de garantir la paix par des solutions pacifiques toujours. On a besoin d'une France qui ne tombe pas dans les mains des nationalistes, soit à droite, soit à gauche. C'est la raison pour moi que je soutiens avec ma présence ici la Convention, et je ne suis pas seul. Il y a d'autres Européens qui sont là, autres camarades qui sont là, qui vont prendre la parole. Je soutiens la Convention parce que je sais, Bernard Cazeneuve et les siens, c'est la gauche pro-européen en France et c'est ce que l'Europe a besoin. Merci Martine. Je pose toujours la même question, qu'est-ce que la guerre a changé? Et je la pose à Enrico Letta avec cette précision. Je disais tout à l'heure, un des défis de l'Europe est qu'elle ne se construise moins par rapport à elle-même et plus en regardant les autres. Est-ce que dans notre relation, dans notre réflexion sur la souveraineté, la guerre a changé vraiment quelque chose? Alors j'enchaîne comme Martine. Moi, je partage ce que François et Martine ont dit parfaitement. Ça sera un exercice plus difficile pour le 8e. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Mais je suis là, moi aussi, parce que j'applaudis le courage, la force, les idées, les valeurs, l'ambition de Bernard Cazeneuve. Merci Bernard pour cette initiative qui est importante pour la France et pour l'Europe. Merci. Mais ta question est une question à laquelle la réponse que je donne est une réponse qui me fait dire que ce qui s'est passé avec ce 24 février a vraiment changé toute l'histoire européenne.
Les historiens vont parler d'une Europe avant le 24 février 22 et après. Imaginez-vous seulement ce petit aspect. Est-ce que nous, les citoyens européens, on était prêts en 21, en janvier 22, de dire qu'on voulait tout de suite l'Ukraine dans l'Europe élargie? Non. Les sondages étaient tous très très méfiants et très timides sur ça. Est-ce que les Européens disaient on veut l'Europe de la défense comme priorité? Non, ce n'était pas ça. Ce qui s'est passé après cette initiative de Poutine, c'est que les priorités européennes ont complètement changé. On a compris premièrement que ce que faisait Poutine était en train de changer l'histoire, il fallait se battre et il fallait surtout comprendre que, et là je reviens à un passage qui a été fait auparavant, que dans la politique, l'aspect humain est essentiel. Imaginez-vous ce que ça aurait été l'histoire de l'Europe si, comme tout le monde imaginait, M. Zelensky, le jour du début de l'invasion, avait pris l'avion pour aller à Varsovie. Et si son premier discours avait été fait par un bunker de Varsovie. M. Zelensky est resté là, il a risqué sa vie, et aujourd'hui on parle d'Europe du futur parce que quelqu'un a risqué sa vie pour l'Europe, quelqu'un hors de l'Europe. Et Madame Delga a dit une chose très importante. Quand on regarde aujourd'hui la souffrance, la force, l'enthousiasme en faveur du drapeau européen, de nos valeurs européennes hors de l'Europe, mais moi, franchement, j'ai honte de moi-même. J'ai honte de moi-même. Ce serait à nous de prendre le drapeau européen, ce serait à nous de prendre les valeurs européennes et de faire en sorte que ce soit le centre de nos vies. Non pas se faire dire ça par les autres qui veulent devenir européens, et nous, on est parmi ceux qui... Et alors, ce qui s'est passé, on a vécu 3 décennies dans lesquelles, à la fin, on a pensé que la dépendance était un peu la clé de l'Europe. Pensez-la comme ça. On était dépendant de sécurité des Américains. On était dépendant d'énergie des Russes et des pays arabes. On était dépendant de technologie des Chinois. Et on pensait qu'on pouvait continuer comme ça. Ça a été la guerre qui nous a fait comprendre tout d'un coup que la souveraineté européenne n'est pas un mot qui n'a rien à dire et que nous devons passer de la dépendance à l'indépendance et que l'indépendance en matière de sécurité, en matière d'énergie et de technologie est notre avenir. Et faire ça, ce n'est pas facile. Parce que l'année prochaine, on va avoir des élections européennes qui vont être décisives. On dit toujours comme ça, hein. Moi je fais de la politique depuis, j'en ai fait de campagne électorale, j'ai toujours entendu avant une élection, cette fois-ci, ces élections vont être les élections décisives. Bon, mais cette fois-ci, imaginez-vous ce que ça voudrait dire une majorité européenne sans la gauche du gouvernement, la gauche social-démocrate, la gauche qui a construit l'Europe en Europe. Imaginez-vous ce que serait une élection européenne dans laquelle l'année prochaine on vote aux États-Unis, en Europe, au Royaume-Uni. Dans les 2 pays, États-Unis et Royaume-Uni, probablement le soir ou le jour après, on saura qui a gagné. Chez nous, c'est l'année 14, Martine, quand toi et Juncker, vous avez fait cette compétition qui a été une compétition, de mon point de vue, très importante. Mais le grand risque, c'est que l'année prochaine, on va traîner et on va être là et le seul vrai enjeu sera combien de gens ont participé aux élections européennes. Mais franchement, la démocratie va vivre un moment de grande difficulté là. Et alors, tout ça dans un moment, et j'en conclus là, dans lequel je veux toucher un point que de mon point de vue essentiel, parce que quand on parle de solidarité en Europe, on parle aussi de migration. L'Europe vient d'avoir eu un débat, une discussion compliquée. Pour moi, l'Europe, sur la question migratoire et sur la question de citoyenneté, est la clé de tout. Martine a fait référence à son histoire personnelle. Je vais faire une petite référence à mon histoire personnelle.
une histoire heureuse, sans souffrance. Mais une histoire heureuse dans laquelle la France m'a accueilli 2 fois. 2 fois. Une première fois, avant la naissance du marché unique européen, avant Delors, la France m'a accueilli, j'étais petit gamin à Strasbourg. Mon père travaillait là, pas dans les institutions européennes. Il y a aussi là des Strasbourgeois que je salue et des amis strasbourgeois que je salue. Il y a des Strasbourgeois, j'espère. Eh bien, à l'époque, dans les années 70, moi j'étais à Strasbourg, en France, le fils d'un immigré italien en France. Je suis revenu après le marché unique, en 2014-2015. Et j'étais là, un citoyen européen qui vivait en France. Ça fait la différence. Ça fait toute la différence. L'avoir créé cette communauté tous ensemble dans laquelle on choisit de vivre. Et quand on parle d'immigration, faites-moi dire que la phrase la plus belle, je l'ai entendue par un enfant. Normalement, c'est les phrases les plus vraies. On lui demandait à la télé italienne, il y a quelques jours, combien d'immigrés y a-t-il dans ta classe? Et sa réponse a été, vraiment, on est tous enfants dans ma classe. Et j'ai trouvé cette phrase exceptionnelle. J'ai trouvé cette phrase exceptionnelle. Alors je voudrais, tous ensemble, qu'on comprenne que la grande force de l'Europe, c'est ça. Il faut faire l'Europe dans ce monde de brut. C'est une terminologie qui aujourd'hui est de plus en plus vraie. Mais il faut le faire à partir de nos valeurs, à partir de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, mais surtout pour un futur dans lequel on aura d'un côté les États-Unis, nos alliés, mais qui font l'IRA, l'Inflation Reduction Act, qui est très concurrentiel vers nos entreprises. On a la Chine de l'autre côté, qui est très, très compétiteur. Bien, il faut comprendre, nous tous, que l'avenir pour nous, c'est l'Europe. Tous ensemble, sans frontières entre nous. Ça commence par les élections européennes de l'année prochaine. Il faut que la France soit à ce rendez-vous exceptionnel pour l'Europe du demain. Martine Roux, en espérant que tu as été d'accord avec François. Alors moi, je vais être très brève, parce qu'il y a beaucoup de choses Enrico. excellemment dites, n'est-ce pas? Et que j'aurais pu dire moi-même, d'ailleurs. Mais j'étais en 99 députée européenne, et c'est pendant ce mandat-là, n'est-ce pas, Martin Schulz, que nous avons eu l'élargissement. Et à l'époque, beaucoup disaient, mais qu'est-ce qu'on a besoin de s'élargir tout de suite? C'est dangereux, il ne faut pas le faire, etc. Ensuite, il n'y a pas si longtemps, il y a juste quelques années, où on entendait, est-ce qu'on avait vraiment besoin de faire cet élargissement? Eh bien oui, on avait besoin de faire cet élargissement. Et c'est grâce à cette guerre, finalement, parce que d'un mal sort toujours un bien. Et c'est grâce à cette guerre qu'on s'aperçoit qu'on en avait besoin. Là, regardez, tous les pays baltes sont protégés. La Pologne, heureusement qu'elle est dans notre Union européenne, et même la Finlande, qui pourtant est là depuis longtemps, se rend compte que, heureusement qu'ils sont avec nous. Non seulement l'Union européenne les protège, mais cette façon de faire, cette grande union, nous protège nous aussi. Parce qu'il ne faut pas croire qu'on est à l'abri. Nous ne sommes pas à l'abri. La folie meurtrière, ces fous qui nous gouvernent, existent toujours. Et vous voyez, je m'arrête là. On te retrouvera sur la deuxième partie de cette table ronde. Je peut-être un dernier mot avant qu'on bascule sur le climat et la dimension économique et sociale pour Elio Di Rupo. Elio, lui aussi, a été à la fois président du Parti socialiste belge, lui aussi, pendant plusieurs années, Premier ministre de son pays. Alors, qu'est-ce que l'Europe a changé? La guerre a changé en Europe. Bien, d'abord, merci. Et à mon tour, je peux dire que je suis d'accord avec tous mes amis. Et vous dire ceci, je ne suis pas ici uniquement par amitié, bien sûr par amitié, mais aussi parce que je sens un souffle nécessaire, un souffle de la reconquête du débat des idées, un souffle de la reconquête, finalement, de l'action, et l'action progressiste de gauche, celle dont on a besoin.
Et croyez-moi, en Belgique, nous regardons avec la plus grande attention ce qui se produit en France. Pour ce qui concerne l'Ukraine, une des conséquences, c'est que l'Union européenne doit devenir beaucoup plus stratégique. Nous avons été une société très avancée, je dirai un mot dans un instant, mais aujourd'hui, comme l'a dit Enrico, il suffit de mesurer hors Union européenne, hors États-Unis, on a la Russie, agresseur. Nous avons la Chine avec sa détermination. Nous avons l'Inde avec son repli. Et bien entendu, nous avons aussi les États-Unis qui sont nos amis, mais qui ont pris un certain nombre de décisions qui finalement constituent un repli économique extrêmement important et avec des conséquences sur nos propres entreprises. Et donc l'Union européenne de demain, pour moi, c'est une Union européenne stratège. Stratège, ça veut dire qu'au-delà de tout ce que l'on fait, à l'intérieur de l'OTAN, et là je suis 1000 fois d'accord avec François, il nous faut une Europe de la défense. Aujourd'hui, on a compris que sans Europe de la défense, nous sommes vraiment du pain pour des oiseaux. Et donc, c'est à mon sens fondamental. Comme il est fondamental, après la crise sur la Covid, d'avoir sur le sol de l'Union européenne une autonomie en termes alimentaires, en termes médicaux, pour ce qui concerne les médicaments, les soins de santé, le matériel médical. Bien entendu, ce sont des éléments qui sont des éléments fondamentaux. Un mot alors sur la liberté. Chacun de nous, sauf François, a parlé de sa famille. Je vais vous dire un mot sur la mienne. Mon père a quitté l'Italie au lendemain de la guerre, dans une misère absolue. Il n'y avait plus rien. Et il est allé comme ouvrier mineur en Belgique. Il est descendu en dessous de 1000 mètres pour extraire du charbon. Je suis né en Belgique. J'avais 1 an, mon père est décédé. Ma mère est restée veuve avec 7 enfants, j'étais le dernier. Et si j'ai pu éclore et sortir de la condition qui m'était prédéterminée, c'est grâce aux socialistes de l'époque en Belgique qui m'ont aidé, qui ont aidé ma famille, et puis aussi à la liberté. Nous appartenons aux 20% de la population mondiale qui vit en liberté. Et c'est fondamental que nous défendions nos libertés et notre démocratie. Merci. Merci beaucoup, Elio. Je voudrais qu'on bascule maintenant sur l'autre grand défi qui est devant nous, défi de long terme, mais aussi défi de court terme, qui est celui du changement climatique. L'Union européenne a pris des engagements ambitieux, très ambitieux. Elle a même rehaussé ses ambitions il y a peu. Elle a adopté des orientations contraignantes. On peut penser aux décisions récentes sur l'interdiction de la vente de véhicules thermiques à partir de 2035. Peut-être pour commencer cette deuxième partie de la discussion, je voudrais donner la parole à Clara Léonard. Clara fait sa recherche sur la dette française. Elle est en train de lancer un think tank qui s'appelle l'Institut Avant-Garde, évidemment, qui est un réseau européen pour repenser les politiques européennes. Comme ce changement climatique pour être relevé, doit mobiliser des moyens considérables, doit entraîner des changements de comportement, peut-être pour fixer les idées. Clara, pour commencer. Merci. Bonjour à tous. Je crois qu'il faut commencer par évoquer quelques chiffres pour avoir une idée des enjeux. Nous devons effectuer la transition écologique, mais la tâche n'est pas aisée. Celle-ci a l'ampleur d'une révolution industrielle que nous devons faire 3 fois plus vite. Par conséquent, il faudra effectuer des investissements très importants. D'après le dernier rapport récent de Jean Pisani-Ferry,
Il représenterait autour de 2,5% du PIB par an en France. Ce chiffre est encore plus important en Europe, 3%. Ici, j'évoque seulement le coût de la transition, mais il n'y a pas ce seul coût, il y a d'autres coûts. Il faut accélérer la mise en place d'un véritable modèle social européen. Ce modèle social a une valeur en tant que telle, c'est une question axiologique, mais en plus, la transition n'est pas possible sans. Nous l'avons vu avec la crise des Gilets jaunes, ces politiques doivent être acceptables si elles veulent être menées. Le nouveau modèle social devrait être plus ambitieux dans un contexte à la fois de réchauffement et de transition. Il devra protéger les plus précaires des événements climatiques, gommer le choc économique de la transition pour ces ménages. Nous l'avons vu avec l'inflation. Il y a également des dépenses brunes qu'on va réduire, qui représentent des aides. Accompagner les changements de comportement. Pour résumer en une phrase qui montre bien ces enjeux, ces ménages ne doivent pas se retrouver face à un dilemme, le dilemme fin du monde ou fin du mois. Il faut également assurer la qualité de nos services publics, santé, éducation, défense. Cela passe par des investissements, mais également par des rémunérations décentes. Tout ça pour ajouter quelque chose dans la liste en étant compétitif sur le plan technologique. Donc on peut débattre de la facture exacte, on peut faire des estimations, etc. Mais il y a 2 points sur lesquels vraiment on ne peut pas débattre. L'ordre de grandeur et nier le fait que l'État devra jouer un rôle très important dans cette transition. Encore selon les estimations, il devra prendre en charge au moins la moitié de la facture totale, donc dans les 2,5% et 3%. On peut toutefois débattre des formes d'intervention de l'État, répartition entre dette, fiscalité et d'autres formes, garantie publique, orientation de l'épargne. Et le deuxième point, et c'est là que j'en arrive à l'Europe, la nécessité d'une action à l'échelle européenne. Alors, il y a une bonne nouvelle. C'est que selon des derniers sondages, en zone euro, 80% des citoyens sont en faveur d'une union économique et de la monnaie unique. Pour vous donner un ordre d'idée, ça n'a jamais été aussi haut. En 2013, on était à 50%. Donc, au-delà de sa part dans les émissions mondiales, l'Union européenne est également une puissance commerciale. Elle doit donc donner une impulsion, jouer un rôle de modèle dans un système multilatéral. Voilà les données du problème que je tenais à poser, étant donné la clarté de ses conclusions, comme le disait Roosevelt en 1942, que personne ne dise que cela ne peut être fait. Clara, à l'instant, a à la fois souligné l'ampleur des investissements, la nécessité d'une action européenne et l'obligation que ces politiques soient acceptables, vu cette fois-ci du terrain, vu des quartiers populaires. C'est quoi le regard qui est porté sur cette grande mutation, Hélène Geoffroy? Merci. Tout d'abord, je souhaite remercier évidemment Bernard Cazeneuve, à l'instar de tous les orateurs précédents. Merci de contribuer, de tenter, d'accompagner, de porter le rassemblement de la famille des sociodémocrates. Cela a été un réel plaisir de retrouver toutes celles et ceux qui sont orphelins de la gauche de gouvernement ici au rassemblement que tu portes, cher Bernard. Vous l'avez dit, les quartiers populaires, les zones périurbaines et rurales sont le miroir, je crois, grossissant d'un des principaux maux dont souffre l'Europe, la difficulté à construire une identité européenne et à diffuser un sentiment d'appartenance européen. Or, paradoxalement, ce sont notamment dans les quartiers populaires, et vous savez que je suis maire de Vaux-en-Velin, ce sont sur ces territoires que nous trouverons une partie des solutions. C'est dans ces quartiers que la réflexion sur la cohésion entre les histoires personnelles, les origines est la plus aboutie, et je pense peut être transposée au niveau européen. Et je vais un peu élargir, si tu me le permets, la question à celle, me semble-t-il, qui semble cruciale pour l'affiliation à un projet européen. La nécessité d'une Europe qui régule socialement, économiquement, environnementalement, et la nécessité aussi d'une Europe qui, en assumant son histoire, peut incarner un chemin dans les désordres actuels du monde. Au moment de cette transformation importante et de ces enjeux climatiques, nous avons des villes populaires dans lesquelles l'abstention aux élections européennes est record. En 2019, dans ma ville, c'est 73% d'abstention,
avec le Rassemblement national qui arrive en tête. Et les discours sur l'Europe sociale aujourd'hui n'apparaissent plus crédibles. D'ailleurs, les ouvriers, lorsqu'on les interroge, les employés, les habitants des quartiers populaires, souhaitent plutôt renforcer les pouvoirs de la France au détriment de l'Union européenne. Et lorsque l'on parle véhicules thermiques qu'il faut, dont on arrêtera la construction, zones de faible ébullition, nous perdons encore plus les habitants des quartiers populaires qui, à ce moment-là, voient bien que la transition écologique risque de les laisser sur le côté. Et donc, il me semble que nous devons donc construire cette Europe de la régulation. Et permettez-moi de donner 2 exemples rapidement. Ma ville, comme toutes les villes populaires, est au cœur des questions de société du moment, avec les mots immigration, intégration, assimilation, séparatisme, qui sont étroitement mêlés par tous les populistes qui n'ont pas de solution à apporter. Je sais qu'ici, vous tous, vous combattez, vous avez combattu, vous combattrez encore les mots de l'extrême droite, mais l'on sait que ça ne suffit plus. Parce que l'un des sujets qui revient, et vous en avez parlé, les orateurs précédents, est celui de l'immigration, qui est étroitement lié au changement climatique que nous allons connaître. Nous savons, l'extrême droite nous explique que les miradors sont une réponse. Or, nous savons que notre monde contemporain, Carole le disait, sera aussi regardé à l'aune de ceux qui gisent dans la mer Méditerranée. Et donc, il me semble, et je parle à tous les responsables européens qui sont ici à cette table ronde, que nous avons regardé les changements climatiques au travers des COP, avec le regard des activistes qui manifestent avec conviction et raison, sans lier assez étroitement la politique migratoire. Or, lorsque la gouvernance mondiale s'affaiblit, ce sont les élus locaux, et vous verrez la transition avec la vie de maires qui doivent trouver des solutions, et surtout ceux des quartiers populaires. C'est le maire de Saint-Brévin, qui n'est pas quartier populaire, qui doit accueillir un CADA et qui se retrouve aujourd'hui empêché par l'extrême droite. Chaque fois qu'il y a une catastrophe, un drame, une guerre, c'est lié avec la question précédente. Les répercussions sont dans ma ville comme dans toutes les villes populaires. Plus personne n'entend parler du Soudan, mais je sais aujourd'hui que les maires des quartiers populaires, nous en accueillerons les ressortissants. Les guerres en Europe de l'Est, ce sont été finalement les Kosovars, les Serbes, les Slovaques qui sont arrivés, la guerre en Somalie, les Somaliens, les Syriens avec la guerre en Syrie, moins d'Ukrainiens parce que l'Europe a su créer une politique d'accueil qu'on peut souligner et les villes les plus aisées se sont associées. Mais voyez-vous, quand par exemple la France décide d'accueillir les chrétiens assyro-chaldéens, je vais vous raconter rapidement cette anecdote. Lorsque Mossoul tombe, cela veut dire concrètement que le cardinal de Lyon vient me voir pour que j'aide les familles parce qu'il y a des assyro-chaldéens venus des premières guerres d'Irak qui sont présents et qu'il demande aux catholiques de ma ville, qui sont dans toute leur diversité, français et ultramarins, mais ici aussi des immigrations portugaises, espagnoles, italiennes et subsahariennes, de laisser une église aux assyro-chaldéens pour dire la messe en araméen chaque dimanche. Je pourrais aussi parler des questions de logement qui sont suroccupées, de l'accueil inconditionnel dans nos écoles, de tous les enfants étrangers, de ceux dont les parents ne seront jamais régularisés. Mais c'est cela le vivre ensemble que nous construisons dans nos villes. Et donc, les tiraillements et les désaccords que l'Europe ne règle pas et que la gouvernance mondiale n'arrive plus à réguler, ce sont les habitants eux-mêmes et les élus locaux qui sont en train de le faire aujourd'hui. Et donc, vous comprendrez l'appel que je fais au moment où nous allons rentrer dans ce grand débat sur l'Europe. À un moment, l'Europe est face à 2 blocs, et j'en finirai là-dessus. Le capitalisme autoritaire de la Chine, qui instrumentalise l'histoire coloniale de l'Europe pour dire je ferai autrement, et le capitalisme débridé des États-Unis qui est en train de se perdre dans un repli sur soi. Et moi, il me semble, de la fenêtre dans laquelle je parle, que l'Europe peut incarner une 3e voie, celle de la régulation et des sociodémocrates. Voyez-vous, notre histoire européenne, notre histoire coloniale nous donne l'obligation à agir et je crois une capacité à comprendre plus importante que les 2 autres puissances. Et je finirai là-dessus en parlant un peu de mon histoire aussi, il n'y a pas de raison. Hein, tout le monde en a pas. Donc, parce que l'Europe a fait dans ses textes de droit tous ses enfants, c'est-à-dire que tous les enfants européens sont, quelle que soit leur histoire personnelle, des Européens à part entière. C'est la grande leçon de l'Europe, c'est la liberté, mais c'est celle-là aussi. Et pourtant, moi, je viens d'une partie de l'histoire de France, un peu douloureuse, à 8000 km de l'Hexagone, et j'ai grandi avec l'Europe au cœur. Et donc, il me semble que nous ne pouvons pas laisser s'implanter ce narratif des milices de Wagner au Mali, qui sont en train de dire
et qui ont contribué à chasser la France, alors que nous avons, nous, des liens si étroits dans notre histoire et dans nos quartiers populaires, avec celles et ceux qui viennent de tous ces territoires. Nos histoires avec le Maghreb et l'Afrique subsaharienne sont étroitement mêlées et nous refusons de l'assumer. Alors moi, je pense que dans les quartiers populaires en Europe, nous avons le monde entier et il nous faut en faire une force, sauf à construire des sociétés disjointes ou juxtaposées. Et ce n'est ni la droite ni l'extrême droite qui séparent, qui rejettent, qui ne pourront le faire. Mais les mots de la France insoumise qui essentialise ne pourront pas le faire non plus. Alors il me semble qu'il reste une voie pour les sociodémocrates européens. Je vois que malheureusement le temps file, qu'à 16 h, nous devons passer à l'étape suivante et qu'il est 15h58. Hélène vient de dire qu'il fallait trouver une voie pour les sociodémocrates. Peut-être, on a commencé par lui, pour terminer par lui, un dernier mot de François Hollande avant de passer à la suite de nos festivités. Bon, j'ai été très heureux, grâce à Bernard, de retrouver des amis sur cette tribune que j'avais connue dans les instances de l'Europe au Parlement, de l'Europe au Conseil européen, aussi bien Elio qu'Enrico, et puis aussi d'avoir le témoignage d'élus qui sont venus dire combien l'Europe n'était pas simplement une somme de procédures, mais d'abord que c'était de l'humain. Alors moi, je ne vous parlerai pas de ma famille, parce que vous en savez suffisamment, mais je vous parlerai de ma famille politique. Aussi bien le socialisme français que la social-démocratie européenne. Si l'on a bien écouté ce qui s'est énoncé ici, ce que nous allons avoir à vivre pendant les 5 prochaines années sont des enjeux majeurs. On dit souvent, il a été rappelé combien c'est décisif. Non, là, il ne s'agit pas d'une crise qui se succède à une autre. Il s'agit là d'une somme d'épreuves qui peuvent être autant de chances que, hélas, de risques. Nous avons la guerre, et donc l'enjeu, c'est de faire la paix et d'avoir une défense européenne. Qui la voudra? Comment l'organiser? C'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est celui du climat. Nous avons des objectifs, ils ont été posés par la Commission européenne et par le Parlement européen. Ils sont ambitieux. Est-ce que nous allons dégager suffisamment de moyens au niveau de l'Union européenne et au niveau des États et peut-être aussi des collectivités locales pour arriver à faire cette transformation de l'économie, des modes de vie, des modes de transport, pour que l'Europe soit exemplaire et qu'elle puisse être aussi en réconciliation avec les jeunes générations qui font le procès à ce que nous sommes, de ne pas faire notre devoir par rapport à l'enjeu climatique. Le troisième enjeu, c'est celui de la migration. Nous avons tous des élans du cœur et nous les avons ici exprimés. Nous avons tous des obligations liées à l'asile, mais nous avons aussi conscience que nous devons aussi agir et éviter que nous soyons pris par des venus que nous ne souhaitons pas ou des personnes qui n'arrivent pas à s'intégrer dans nos pays. C'est aussi notre devoir. Et c'est le rôle de l'Europe que d'y parvenir. À ceux qui disent qu'ils ne vont plus respecter les traités européens, qui disent que maintenant il faut changer la Constitution pour que nous ne puissions plus avoir de règles européennes en matière de migration, non seulement font un mauvais coup à l'Union européenne, parce que la désobéissance au traité n'est pas simplement d'un côté, elle est aussi maintenant devenue de l'autre, de la droite comme de l'extrême droite. Mais ce n'est pas simplement un manquement à l'engagement européen, c'est une faute
car c'est à l'échelle européenne que l'on pourra maîtriser ou pas l'immigration, que l'on pourra accueillir ou pas des personnes qui demandent l'asile, que l'on pourra avoir des règles de circulation au sein même de l'Europe. Ne pas faire l'Europe, c'est accepter à ce moment-là toutes les violences possibles. Et donc, il y a là aussi un devoir de poser une Europe qui protège, mais qui aussi soit assise sur des valeurs et des principes. Et le dernier élément, c'est la démocratie. La démocratie, pas simplement par rapport à la prétention des régimes autoritaires, la démocratie à l'intérieur. Si l'Europe consent à des manquements démocratiques en son sein, elle est perdue. Il n'est pas possible d'accepter que la Pologne ne respecte pas les grands principes des droits des femmes. Il n'est pas possible que la Hongrie soit complice de Poutine. Il n'est pas possible qu'un certain nombre de pays dérogent aux règles européennes. Donc c'est aussi ça la bataille. Et j'en arrive à la conclusion. Il faut donc, face à la menace nationaliste, qui a été tellement bien évoquée par les uns et les autres, il y a une grande différence entre le nationalisme d'un régime autoritaire et le nationalisme au sein d'une démocratie. Pour les régimes autoritaires, le nationalisme, c'est la conquête. On prend des territoires, on prend de l'influence, on intervient. Pour les nationalistes au sein des régimes démocratiques, c'est un nationalisme de repli. On s'enferme. On évite qu'il y ait la venue de ceux qu'on ne veut pas et on évite d'avoir à faire des choix solidaires. La tentation du repli est très forte. Quand on a peur, et il y a de quoi avoir peur, guerre, climat, migration, quand on a peur, on s'enferme. Il ne s'agit pas de s'ouvrir, il s'agit d'avoir des règles et de les respecter. Donc face à cette prétention des nationalistes qui va être très grande, il est très important que pour les élections européennes, les sociodémocrates fassent le meilleur résultat possible. Chers amis, pour que les sociodémocrates fassent le meilleur résultat possible, il faut qu'en France, il y ait une liste socialiste, social-démocrate qui fasse le meilleur résultat possible. C'est l'étape, c'est une double étape. Une étape pour la reconstruction de la gauche réformiste et une étape pour l'Europe. Alors je constate, si j'entends bien, que parmi ceux qui étaient pour la NUP, ceux qui étaient contre la NUP, les esprits évoluent, ils veulent faire une liste autonome avec le Parti socialiste européen. Eh bien, allons-y, formons-la, travaillons, participons. La Convention, comme le reste, tous les mouvements doivent s'organiser pour faire cette liste qui fera qu'il y aura le plus de députés socialistes, sociodémocrates français au sein du Parlement européen. Merci à tous.